Voilà, donc bonjour. Je vous remercie tout d'abord pour l'invitation et pour la parole donnée dans un contexte comme celui-ci aux usagers d'une certaine manière. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est pour l'instant, dans un premier temps, donner quelques éléments par rapport à ma trajectoire et au fond à qu'est-ce qui m'est arrivé et de quelle manière. Et puis ensuite, je vais plus parler de ma relation avec les soignants et de voir au fond quand j'ai été hospitalisé, qu'est-ce qu'il y a eu comme type d'interaction et quel regard je porte sur la relation avec les patients. Et puis je terminerai par quelques considérations et réflexions éthiques et déontologiques. Peut-être en préambule, de préciser que j'ai eu un diagnostic en fait de schizophrénie paranoïde. Et donc que la schizophrénie, au fond, c'est un ensemble qui correspond, je pense, à des réalités extrêmement différentes. Donc ce que j'évoque là concerne ma situation particulière, mais est bien évidemment pas généralisable à un certain nombre d'autres situations. Je pense que ça, c'est important. L'autre aspect, c'est que j'ai été délirant quand même assez longtemps, et donc que le regard que je peux porter sur, par exemple, certains types de relations avec les soignants, est difficilement objectif. Je ne peux pas prétendre être objectif. Ce que je peux essayer de faire, c'est d'être le plus honnête possible. Et puis, à un moment donné, je me suis aussi donné des moyens, comme par exemple d'avoir accès au dossier de soins et puis de voir qu'est-ce qui était noté, par exemple par rapport à une situation donnée, que c'était quoi le regard des soignants par rapport à comment moi, au fond, j'ai vécu la situation. Donc, voilà. Alors moi j'ai décompensé en fait sur un mode psychotique à l'âge de 46 ans, c'est déjà effectivement pas le plus fréquent. Et je pense que c'est important effectivement de préciser qu'avant cela j'ai travaillé pendant quelques années comme infirmier en psychiatrie, et puis que j'ai fait de l'enseignement dans une haute école de santé en Suisse pendant plusieurs années. Donc j'ai de fait un peu un double regard, à savoir un regard d'ancien professionnel de la santé et de la psychiatrie, et puis un regard de quelqu'un qui a été hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie. Ce qu'il faut encore préciser, c'est qu'à l'époque, j'étais marié, et puis mon fils avait 15 ans quand j'ai décompensé. La manière dont je m'explique ma décompensation, et ça c'est moi au fond en fonction des démarches que j'ai faites, mais je pense qu'à un moment donné, il y a eu un ensemble d'événements qui m'ont amené à avoir passablement de souffrances psychiques, à savoir qu'on a découvert que j'avais un cancer, que j'ai fait une septicémie où j'ai eu peur de perdre la vie, et puis que j'ai eu une rupture sentimentale qui a été extrêmement douloureuse, et j'ai l'impression que c'est l'intensité et l'importance de la souffrance psychique qui m'a amené à ce moment-là à décompenser. Et puis probablement que j'ai une fragilité qui fait que j'ai plus décompensé sur un mode psychotique et que quelqu'un d'autre aurait peut-être fait une dépression ou encore quelqu'un d'autre pris une année sabbatique, j'entends. Donc voilà, je pense qu'il y a un élément lié au contexte et puis probablement une fragilité que je devais avoir. Au départ, je suis quelqu'un de plutôt rationnel. Donc au cours du temps, je me suis intéressé alors, à des aspects de la science. Par exemple, j'ai suivi des cours d'épistémologie. J'étais assez intéressé par ces idées. Qu'est-ce qu'est le réel? J'ai aussi enseigné des contenus de psychopathologie, des contenus d'éthique. Et au fond, j'ai dû réaliser que toutes ces connaissances ne m'avaient absolument pas aidé quand j'ai décompensé. Et par exemple, je connaissais parfaitement certains types de délires que j'ai eus, mais quand ça m'est arrivé, ça a été totalement impossible pour moi d'avoir un regard critique ou de pouvoir vraiment prendre de la distance par rapport à ce que je vivais en me disant mais je me réfère à mes connaissances et puis j'arrive un petit peu à analyser ce qui se passe pour moi. C'était alors absolument impossible, et cela en partie lié au fait que je me suis mis à entendre des voix, et donc que j'ai été complètement saturé par des informations liées aux voix et par des émotions aussi, et donc que ça m'a complètement empêché de penser ou de pouvoir avoir une distance ou un regard critique sur ce qui m'arrivait à ce moment-là. Peut-être pour donner un ou deux éléments de comment c'est apparu,
j'étais au travail, alors j'étais pas très bien, hein. Comme je disais, c'était vraiment une période difficile. Et puis une fois, je sors dans le jardin à la pause, et tout d'un coup, j'ai l'impression que ma pensée arrive en deux temps. C'est-à-dire que quand je pense, ça commence par être au-dessus de ma tête, puis après, c'est à la place habituelle. Et ça faisait comme un écho, comme ça, entre ces deux pensées qui arrivaient. Et la pensée qui était au-dessus de ma tête, tout d'un coup, et assez rapidement, s'est mise à devenir une voix autonome. Et donc, c'est devenu une voix avec laquelle je me suis mis, au fond, à dialoguer et à pouvoir avoir des interactions, mais si vous voulez, c'était vraiment des interactions, mais comme ici, quand on discute, il y a un degré, si vous voulez, de réalisme qui est extrêmement incroyable. Enfin, il y a quelque chose de complètement surréaliste et ouais, enfin, c'était vraiment fascinant d'une certaine façon. Alors, ce qui est peut-être à préciser, c'est que on parle souvent d'hallucinations auditives, mais qu'il y a pas mal de personnes qui, comme moi, entendent des voix, mais où ce sont en fait des pensées. C'est-à-dire que le son ne passait pas à travers mes oreilles, mais que c'était comme de la transmission de pensée. Mais sur le plan du réalisme, c'est tout aussi prégnant. Et ça l'est peut-être même plus parce que ces hallucinations psychiques, comme on peut les évoquer, au fond, étaient accompagnées d'émotions et de sens. C'est-à-dire que si une voix disait « nous sommes ici », je savais à quoi correspondait ce « nous » et je savais aussi dans quel état émotionnel était cet ensemble, entre guillemets. Donc il y avait quelque chose de complètement fascinant dans la mesure où j'avais l'impression d'avoir une communication beaucoup plus subtile que celle qu'on pourrait avoir là cet après-midi en discutant. Et donc de découvrir une facette de la réalité qui était inconnue, au fond, enfin qui m'était totalement inconnue et qui avait vraiment un aspect fascinant. J'ai quand même rapidement réalisé que j'avais pas de contrôle sur ces voix. C'est-à-dire que j'en ai entendu pendant 4 ans, j'ai entendu des centaines de voix différentes et j'ai vraiment effectivement énormément souffert parce que j'évalue à peu près que 80% des voix étaient agressantes par rapport à 20% qui étaient correctes, voire très agréables, certaines. Mais alors je peux vous dire, c'était vraiment une minorité, hein. Il y en a vraiment très peu avec qui c'était très agréable de converser. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui était très contraignant dans le fait d'entendre ces voix et de ne pas avoir l'impression d'avoir d'action là-dessus. C'est-à-dire que, voilà, enfin, je les entendais et c'était vraiment extrêmement compliqué. Ce que ça a eu comme conséquence, c'est que je me suis progressivement isolé, dans le sens où, en étant en interaction avec ces voix, petit à petit, je me suis effectivement, enfin pas désintéressé, mais j'arrivais plus à m'impliquer de la même manière dans mes relations professionnelles, dans mes relations sociales et dans mes relations familiales. Donc, il y a vraiment eu cet isolement progressif. Et puis, alors peut-être ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans ma situation, ce qui n'est pas le cas dans toutes les situations, mais en fait, quand je me suis mis à entendre des voix, j'étais pas délirant. Donc, c'est comme si vous, tout d'un coup, vous vous mettiez cet après-midi à entendre des voix. Ça peut paraître inquiétant, ça peut paraître fascinant. On peut se dire, bah, c'est peut-être un ange qui me parle, selon le type de représentation qu'on a. Enfin, ça peut amener, au fond, à beaucoup de choses. Alors, et dans ma représentation, c'est à partir d'entendre des voix, le fait que je me sois petit à petit isolé, et donc que, effectivement, progressivement, je suis devenu délirant, mais que ce n'était pas quelque chose qui était présent, au fond, dès le départ. Peut-être pour essayer d'illustrer la situation, c'est comme un peu si vous étiez dans un jeu vidéo en 3 dimensions, et puis que vous jouez dans ce jeu, puis vous êtes à un niveau de jeu que vous maîtrisez très bien.
Et là, au fond, vous êtes à l'aise, c'est comme dans votre vie, vous avez l'impression que vous maîtrisez passablement de choses. Puis tout d'un coup, c'est comme si on m'avait dit maintenant, vous passez au niveau supérieur. Mais au niveau supérieur, les règles, elles changent. C'est-à-dire que ce qui était considéré comme étant une aide jusque-là, ça l'est plus forcément, et vice-versa. Et donc, il y a pas mal de règles qui ne sont plus les mêmes. Et par rapport à ça, ben, il faut quand même essayer de survivre dans ce nouveau contexte. Et donc, à partir de là, euh, la, le moyen de survivre ou d'essayer de comprendre ce qui se passe, ça a été au fond d'avoir des délires et de faire au fond des hypothèses qui étaient de l'ordre de la paranoïa pour un certain nombre. Mais que à ce moment-là, quand il y a eu ce basculement, c'est quand j'ai vraiment eu l'impression que c'est pas moi qui changeais, mais que c'est le monde dans lequel j'étais qui était plus le même, qu'on n'était plus au même niveau de jeu, mais que ça tenait pas à moi, que ça tenait vraiment au monde. Et c'est là où effectivement je me suis mis à délirer, et par rapport au délire, c'est un peu comme c'est décrit d'ailleurs dans certains bouquins, mais c'est cette idée de prendre des éléments qui séparément ne paraissent pas significatifs, mais qui, reliés entre eux, tout d'un coup, semblent prendre tout leur sens. Et donc, à un moment donné, j'ai eu un délire de filiation, à savoir que je pensais que j'étais pas le fils de ma mère. Et ça, à part ça, c'est un délire que je connaissais sur le plan théorique, mais ça ne m'a pas empêché de l'avoir. Hein. Et donc, les éléments qui m'amenaient à croire au fond cela, c'était trois éléments différents. Le premier, c'est que dans les albums de photos de famille, il n'y avait aucune photo de ma mère enceinte. Et mon père était photographe, donc ça me paraissait déjà assez douteux. Le deuxième élément, c'est que, alors à l'époque, ma mère était déjà décédée, mais mon père m'a toujours dit au fond que j'étais né par césarienne, et donc que c'était une césarienne prévue extrêmement longtemps à l'avance. Et mon heure de naissance, c'est 19h50. Donc pour moi, ce n'était pas compatible avec un programme opératoire. Et je me disais, là, on est en train de me mener en bateau, quoi. Et puis le dernier élément qui m'a vraiment pas aidé, c'est le fait que je fasse une demande à un moment donné d'avoir un acte de naissance dans la commune dans laquelle je suis né. Et en fait, ils se sont trompés. Et donc, ils m'ont envoyé un document où si je me référais au document, j'étais pas encore né. La date, c'était dans le futur. Alors là, ça m'a fait pas mal gamberger et je me suis dit effectivement que on essayait de m'indiquer qu'il y avait des problèmes par rapport à mes origines. Que effectivement, c'était pas si simple. Et puis, étant quand même dans des délires un peu christiques aussi, je me disais que, alors mon heure de naissance était dans le futur, donc que symboliquement j'allais renaître, et puis probablement jouer un rôle déterminant dans l'histoire du monde. Enfin, voyez un peu le type d'enchaînement. Par rapport à un délire ou à ce délire-là, à un moment donné, je me suis mis à réfléchir, puis je me suis dit, mais en fait, c'est pas simple de cacher le fait qu'on n'a pas de grossesse et de faire croire qu'on a une grossesse. Donc il n'y a pas seulement mes parents qui doivent être au courant. Ma famille, dans un sens élargi, elle doit être au courant. Puis après, on habitait dans un village. Donc je me suis dit, mais au fond, les gens du village, ils doivent s'être rendus compte. Donc ils sont probablement au courant de la situation. Et petit à petit, j'en suis venu effectivement à une position paranoïaque avec cet aspect où toutes les personnes que je rencontrais, je pensais que d'une certaine façon, elles étaient dans le coup. Et donc, c'est encore quelque chose qui m'a isolé et rendu le lien avec les autres plus difficile, puisque je ne pouvais pas regarder quelqu'un sans être suspicieux. Et là, ce qui était peut-être effectivement encore plus problématique, c'est que plus les gens étaient proches de moi et m'avaient connu, et plus j'étais suspicieux. Et moins je connaissais les gens, moins j'étais suspicieux. Donc effectivement, c'était quelque chose qui était quand même très particulier et pas aidant, justement, dans la mesure où j'ai quand même la conviction que plus on est isolé, et au fond, plus les délires sont importants, plus on est en danger d'une certaine manière. Et donc là, c'est vraiment dans ce sens-là que ça a été extrêmement difficile. Maintenant, il y a quelques épisodes qui m'ont vraiment complètement déstabilisé et que j'ai de la peine encore à comprendre complètement par rapport au processus. Mais par exemple, un des épisodes, je me sentais tellement agressé chez moi et par rapport effectivement aux gens qui étaient aux alentours, que je suis parti dans la montagne. Et puis,
Dans la montagne, je pensais dormir avec mon sac de couchage au bord d'un ruisseau. Ce que j'avais tout installé, j'étais en scooter. Et puis à un moment donné, je vais me promener et je vois un orage de grêle qui arrive, énorme, comme ça. Et je me dis maintenant, il faut plier bagage et partir avant l'orage et tout ça. Et j'étais peut-être, je sais pas, à 20-25 minutes de mon scooter et de l'endroit où j'étais pour la nuit. Et j'ai voulu me dépêcher. Et en fait, impossible de courir, je me suis mis à boiter. Et je boitais absolument pas. Et je me disais, non mais t'es con, ou bien, enfin, je veux dire, et je boitais, et j'ai boité. Je suis arrivé, effectivement, l'orage se déclenchait, et puis, donc, j'ai ramassé la grêle, la foudre est tombée à 10 mètres de moi, enfin, je suis rentré, je ne sais pas comment, et donc, ce type d'épisodes ont vraiment été extrêmement compliqués, parce que si vous voulez, en même temps, il y avait quelque chose de fascinant, parce que j'avais l'impression d'être en lien avec des forces qui me dépassaient, si vous voulez, d'être dans un truc comme ça, un peu incroyable, mais en même temps, c'était persécutant, enfin, mais en même temps, il y avait quand même quelque chose qui, en même temps, ouais, donnait une idée enfin, presque d'être en lien avec des divinités. Enfin, je veux dire, la foudre qui tombe à 10 mètres, enfin, tout d'un coup, des phénomènes comme ça. Et puis, peut-être l'élément, enfin, la situation qui m'a vraiment le plus déstabilisé, c'est d'aller une fois en ville et de regarder la circulation et de voir que deux types de marques de voitures. Je voyais que des Renault et des Opel. Et je me disais, non, c'est pas raisonnable, c'est pas possible. Et là, j'ai réfléchi un moment et je me suis dit, mais je dois vraiment prendre acte que c'est pas moi qui ai changé, mais que je suis plus dans le même monde que j'ai connu pendant 45 ans. Donc, d'une certaine façon, là, moi, j'ai acquis la conviction que j'étais dans un univers parallèle ou que j'étais dans un film de science-fiction, si vous voulez, où tout d'un coup, vous avez le contexte qui ressemble à ce que vous avez connu jusque-là, mais au fond, un certain nombre d'éléments ne collent plus du tout. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup déstabilisé. Maintenant, par rapport à mes proches, ça a été assez compliqué parce que je connaissais pas mal la psychiatrie et je savais comment faire pour ne pas être hospitalisé. Donc pour moi, mon problème, il n'était pas psychopathologique, mon problème, il était de nature ésotérique. Donc c'était clair que la psychiatrie pouvait rien pour moi et que même les soignants étaient dans le coup d'une certaine manière. Donc j'ai tout fait pour ne pas être hospitalisé, ce que j'ai réussi à faire, et pour finir, c'est devenu intenable pour ma femme et mon fils qui ont quitté la maison à un moment donné. Et donc, peut-être par rapport à la question des proches, et ce sera certainement réévoqué tout à l'heure, mais il me semble qu'il y a un moment donné où c'est important, en tant que proche, de se protéger et de se dire, bon, il y a peut-être effectivement des professionnels, d'autres personnes qui sont formées et dont c'est le rôle de s'occuper de quelqu'un qui est complètement décompensé, mais c'est peut-être pas aux proches de le faire avec le risque qui est des traumatismes qui soient difficilement récupérables par la suite. Parce que Dieu sait si ensuite, quand vous vous rétablissez, eh bien vous avez besoin de votre entourage proche parce que les relations sociales, il n'y en a pratiquement plus, et au fond, vous vous retrouvez complètement isolé. Et là, c'était vraiment, alors par exemple, important pour moi, le fait que j'ai pu retrouver une relation avec mon fils, mais mon fils, à un moment donné, je l'ai pratiquement plus vu pendant 3 ans. Et ça a été très difficile, mais c'était sûrement mieux comme ça, parce qu'autrement, ça aurait été extrêmement compliqué pour lui. Je veux dire, donc voilà, mais effectivement, des choses vraiment douloureuses de ce point de vue-là. À partir de là, je me suis retrouvé complètement isolé, vraiment totalement seul chez moi. Mes délires ont augmenté, ma paranoïa aussi. J'ai vraiment vécu des mois d'enfer. Et puis, pour finir, j'ai été agressé par des voix pendant 30 heures de suite. C'était des groupes ésotériques qui changeaient toutes les heures et qui me maltraitaient d'une autre manière, quoi. C'était vraiment l'enfer. Et j'étais au bord du suicide. Et là, effectivement, j'ai décidé de me faire hospitaliser. Donc, probablement qu'au fond de moi, je me disais qu'il valait mieux, d'une certaine façon, être hospitalisé, même si j'avais l'impression de me jeter dans la gueule du loup, mais que ça me laissait peut-être probablement plus de chances de survivre. Et que, effectivement, de ce point de vue-là, ce qu'il y a vraiment à dire, c'est que l'hôpital en tant qu'institution, c'est quelque chose qui est précieux parce qu'il n'y a pas d'autres endroits où j'aurais pu aller dans l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. Donc effectivement, on peut critiquer l'hôpital et toujours l'améliorer, mais c'est vrai que
Voilà, il y a des situations où c'est vraiment le dernier rempart, et pour moi, alors ça a été clairement le cas. Voilà, donc maintenant j'aborde plus la question de la relation avec les soignants, avec mon hospitalisation. Ce que je dirais, c'est que ça a extrêmement bien commencé, dans le sens où le cadre hospitalier, par définition, est quand même rassurant d'une certaine manière. Et puis, il y a eu le processus d'admission. Et au cours du processus d'admission, j'ai vraiment eu le sentiment d'être en lien avec des professionnels qui cherchaient à comprendre ce que je vivais. Donc j'ai pu faire part de mon vécu traumatique, j'ai pu faire part aussi de mes convictions, dire que je pensais être en lien avec des anges, enfin essayer de les convaincre un peu aussi de ce en quoi je croyais à ce moment-là. Mais si vous voulez, après avoir été des semaines, voire des mois, sans aucune relation sociale et humaine, il y avait pour moi un aspect qui était vraiment d'un soulageant, enfin ça a vraiment été un soulagement incroyable que cette admission à l'hôpital. Et puis, voilà, à un moment donné, le diagnostic a plus ou moins été posé, donc on était dans le registre, bien entendu, de la psychose. Et à partir de là, j'ai l'impression que ce que je vivais sur le plan intérieur n'a absolument plus intéressé les soignants. Et si vous voulez, c'est comme si, une fois que l'adjectif délirant avait été posé, au fond, que c'était tout d'un coup une barrière comme ça, infranchissable. Et donc, à partir de là, j'ai vraiment eu l'impression de croiser des personnes, mais de plus rencontrer de soignants sur un plan significatif. Et que ça a été effectivement difficile, enfin, cette période d'hospitalisation, avec certains événements que j'attribue quand même, on peut dire, à cette difficulté relationnelle. À savoir que, par exemple, une fois, je me suis trouvé vers un infirmier et puis j'ai haussé le ton. Et je me rappelle, j'étais en lien avec la Légion étrangère française, enfin, j'étais délirant. Et par rapport à cela, j'ai un peu haussé la voix et en 5 minutes, il y avait 5 infirmiers qui étaient là, et puis je me suis trouvé dans une chambre d'isolement. J'ai absolument pas compris ce qui se passait. Pour moi, c'était totalement disproportionné. Je veux dire, enfin, j'ai vraiment pas compris ce qui se passait. Et on m'a pas vraiment donné d'explication. L'impression vraiment qu'on a sanctionné un comportement, mais que personne n'a essayé de se dire, mais au fond, qu'est-ce que vous vivez auquel cas, j'aurais certainement pu répondre ce que je vivais. Alors, c'était délirant, j'entends, ok. Mais disons, l'impression qu'on était presque dans de l'éthologie, c'est-à-dire qu'on observait les comportements de quelqu'un, mais que d'une certaine manière, on ne s'intéressait absolument pas à ce qu'il pouvait vivre sur le plan intérieur. Par rapport à ça, j'ai repris mon dossier médical et puis je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils auront noté au fond à propos de cet épisode? Et donc, ce qui a été noté, a été conduit à l'isolement car élève la voix, trouble la tranquillité du service et devient agressif verbalement envers le personnel soignant, médication donnée. Et par rapport à cela, au fond, si on n'agit pas sur le plan symbolique, c'est-à-dire sur le plan de la parole, eh bien, c'est sûr qu'on ne peut gérer les choses que sur le plan du corps et sur le plan physique, avec les traumatismes que ça peut représenter. Et là, je pense que c'est vraiment important d'essayer au maximum de rester sur le plan symbolique, sur le plan de la parole et de gérer les choses sur ce niveau-là, parce qu'effectivement, autrement, il n'y a que le recours à la force, mais à la force physique. Et que là, effectivement, c'était vraiment questionnant. Un autre aspect a été aussi l'aspect de l'information, dans le sens où j'ai l'impression qu'on ne m'a pas informé, et en étant délirant, je pouvais que partir encore plus dans tous les sens. Même si on m'avait clairement donné une explication, j'aurais probablement pas été d'accord, mais ça m'aurait empêché d'être peut-être autant persécuté que je l'ai été par rapport à cet acte, si vous voulez. Et donc je pense que c'est essentiel d'informer, même si au fond la personne n'est pas d'accord, même si elle est délirante, de vraiment nommer les choses. C'est un cadre d'une certaine manière. Et puis par la suite, et là peut-être les questions seront abordées tout à l'heure, mais
il n'y a pas eu non plus de débriefing. C'est-à-dire que j'ai jamais pu reparler de ce qui s'était passé avec les soignants. Je pense d'ailleurs qu'ils n'étaient pas très à l'aise, hein, d'une certaine façon. Et donc, par rapport à ça, j'ai toujours, si vous voulez, un sentiment de honte de honte, je dirais, par rapport à ce qui s'est passé à ce moment-là, et ça fait maintenant 5 ans. Il y a vraiment quelque chose qui m'est un peu resté, et en fonction probablement beaucoup de la manière dont ça a été fait. Alors voilà. Maintenant, peut-être juste pour préciser, dans l'hôpital dans lequel ça s'est passé, ils ont quand même pas mal réfléchi par rapport à la question de la contention, et actuellement, je pense que ça ne se passerait plus comme ça, pour dire. Voilà, par rapport à la médication, bien entendu, en entrant à l'hôpital, j'ai eu un important traitement de neuroleptique Péros. Ça ne me posait pas de problème, j'avais tellement souffert qu'au fond, c'était tout à fait pour moi secondaire et que j'étais d'accord de prendre ce traitement. Et puis, au bout de quelques jours, je me suis mis à avoir des effets secondaires qui étaient vraiment extrêmement dérangeants, c'est-à-dire des impatiences avec ne pouvant pas faire autrement que de bouger les bras comme ça, quoi. Et c'était vraiment extrêmement pénible. Donc j'ai essayé de négocier avec l'équipe quelque chose. Alors ils m'ont effectivement mis en réserve des antiparkinsoniens qui m'ont un peu soulagé, mais ça n'a pas réglé tous les problèmes. Et une fois j'ai eu un congé, et puis en revenant de congé, ça avait tellement été l'horreur que j'ai vraiment demandé qu'on change de molécule ou qu'on diminue un peu les doses. Et il n'y a eu aucune entrée en matière. Et en fait, par rapport à ça, à partir de là, j'ai complètement arrêté de prendre les médicaments. C'est-à-dire que je faisais semblant de les prendre, mais que 2 minutes après, je les crachais dans le lavabo, quoi. Donc, jusqu'à la fin de mon hospitalisation, je n'ai plus pris un comprimé. Et puis, enfin, voilà. En sortant, je me suis trouvé à aller chez le psychiatre. Et puis, le psychiatre chez qui je suis allé, bien sûr, dans l'entretien, me demande à un moment donné, et la question de la médication. Je lui dis, pas de problème, je gère, vous me faites l'ordonnance, je m'en occupe, voilà. Et puis là, il m'a dit quelque chose qui m'a pas mal marqué, que je trouvais intéressant. C'était cet aspect, alors lui, il m'a dit, alors écoutez, je passe une grande partie de mon temps avec des personnes qui disent prendre des neuroleptiques, mais qui en fait ne les prennent pas. J'ai l'impression de perdre mon temps. Je vous propose donc d'être honnête, de dire ce que vous prenez vraiment et qu'ensuite on regarde ensemble, on adapte ou on change, et cela en fonction de comment vous supportez le traitement. Et je dois dire, voilà, que j'ai été très touché par la manière dont il proposait une véritable alliance thérapeutique. Et effectivement, à partir de là, j'ai pris un traitement de neuroleptique pendant, je pense, environ 3 ans, qui a été réadapté au cours du temps, mais auquel je me suis conformé et que je prenais moi-même, je veux dire, mais dans le cadre d'une réelle alliance thérapeutique. Et l'impression que si tout d'un coup, ça n'allait plus pour moi, je pouvais réellement en discuter avec le psychiatre et qu'il y avait une incidence sur le traitement, que c'était vraiment une co-construction, un peu ce traitement. Et je trouvais là que justement, sur le plan de l'alliance thérapeutique, qui sera probablement aussi évoquée dans le cadre de la table ronde après, c'est vraiment essentiel, je pense. D'autant plus que si en intra-hospitalier, on peut à la limite imposer un traitement, dès que la personne sort, ça devient très aléatoire. Donc, je pense que là, il y a vraiment l'intérêt d'avoir une réelle alliance thérapeutique. Voilà. Maintenant, peut-être par rapport aux enjeux éthiques et déontologiques, donc, un que j'évoquais par rapport à mon expérience, c'est vraiment cette importance d'établir une relation significative. Et donc, d'être réellement en relation et de ne pas être simplement un rôle professionnel qui se promène, mais vraiment quelqu'un qui est possible de rencontrer. Que par rapport à cela, ça nécessite d'accueillir la souffrance de la personne et, alors je le pense, mais d'aller en tout cas un bout dans le sens de permettre l'expression du délire. Et que moi, si je me réfère à ma pratique d'infirmier à l'époque, on avait une représentation que je pense être fausse, mais c'est cette idée que si on permet au patient d'exprimer son délire, ou qu'on explore un peu au fond la pensée délirante, eh bien qu'il va augmenter ce délire et qu'il risque même de flamber, comme on disait à l'époque. Et je pense que c'est faux parce que
plus vous êtes isolé, et au fond, plus vous êtes délirant. Enfin, c'est en tout cas l'impression que j'ai eue en ce qui me concerne. Et donc, le fait de pouvoir être en lien, ça ramène à des valeurs partagées socialement, ça ramène à des aspects beaucoup plus terre-à-terre dès que vous êtes en lien avec quelqu'un. Et donc, de ce point de vue-là, le lien me semble être beaucoup plus important que le contenu. Et donc, je pense qu'en tout cas, cette représentation qu'il y avait à l'époque où je travaillais, là, je pense qu'elle n'est pas pertinente par rapport à quelqu'un qui est délirant, que, enfin, je disais, le délire n'a pas à être envisagé comme une menace à annihiler à tout prix, mais plutôt comme une passerelle qui permet de rejoindre l'autre dans sa souffrance. Et que par rapport à ça, il y a une approche qui est plus adaptée aux personnes âgées confuses, je ne sais pas, vous la connaissez peut-être, qui s'appelle la validation, où c'est vraiment une manière d'être en relation significative avec des personnes confuses, mais alors sans entrer dans leur confusion, mais en essayant de quand même de leur permettre d'exprimer ce qu'elles vivent et d'être en lien avec elles. Et je crois que le processus, il est vraiment du même ordre par rapport aux situations de délire. Donc que l'enjeu majeur est vraiment dans ce sens-là de préserver le lien, que le lien me semble être vraiment déterminant. Alors, bien sûr, je ne suis pas le premier à dire ça, hein. Lacan proposait, lui, enfin, il disait que par rapport à l'analyste, le rôle, c'était d'être le secrétaire de la personne délirante. Cela ne consiste pas à poser des interprétations ou à délirer avec le patient, mais à prendre avec la plus grande considération ce que dit la personne et à lui permettre de construire sa solution à travers sa parole. Donc vraiment cette idée de permettre à la personne d'exprimer ce qu'elle vit et petit à petit trouver un lien sur le plan de la relation, puis peut-être ensuite aller ensemble vers des valeurs sociales partagées moins délirantes, mais qu'il faut commencer par le lien, qui ensuite permet peut-être d'aller ailleurs. Maintenant, il est clair que les attentes, quand j'évoque ça par rapport aux soignants, elles sont très importantes, parce que c'est difficile de s'occuper de personnes qui sont délirantes, c'est souvent peu valorisant. Et donc, on pourrait dire que souvent, les soignants sont vécus comme persécuteurs ou comme absents par rapport à la personne qui est dans son monde, enfin d'une certaine façon. Donc, qui a à être très attentif à la question des contre-attitudes ou du contre-transfert, parce qu'effectivement, c'est des situations qui sont vraiment pas faciles et qui sont peu valorisantes souvent sur le plan narcissique. Parce que je peux vous dire, moi, je n'ai pas remercié beaucoup de soignants qui se sont occupés de moi pendant cette période. De ce point de vue-là, il vaut mieux travailler dans un service de soins somatiques où on reçoit plus de boîtes de chocolat qu'en psychiatrie. Alors ça, c'est sûr, quoi. Donc ça a vraiment été, effectivement, je pense que c'est vraiment un aspect qui est un peu ingrat, mais qui vaut la peine et qui demande des fois de passer sur un certain nombre de choses, parce que c'est pas facile d'être vécu comme quelqu'un de persécuteur. Ça, je pense que c'est évident. L'autre élément, par rapport à l'éthique, qui me semble extrêmement important, c'est la manière de prendre des décisions pour ou avec le patient. Et par rapport à cela, au fond, l'hôpital, il a tendance à s'attaquer de front à la symptomatologie psychotique, et puis c'est son rôle, d'une certaine manière. Maintenant, du point de vue éthique, on peut dire que le principe de bienfaisance, c'est-à-dire nous en tant que professionnels, on sait qu'est-ce qui est bien pour l'autre, et des fois à juste titre, a tendance à prendre un peu le dessus sur le principe d'autonomie, c'est-à-dire au fond qu'est-ce que la personne souhaite pour elle. Et que par rapport à ça, l'idée, elle n'est pas de dire qu'un, par définition, serait mieux que l'autre, mais ce qui me semble vraiment essentiel, c'est d'arriver à mettre en place des moyens réflexifs qui permettent de réfléchir et de mesurer un certain nombre d'enjeux par rapport aux décisions qu'on prend. Et que je peux vous dire en tant que patient, ce qui est extrêmement difficile, et c'est un euphémisme, c'est l'impression d'être soumis à l'arbitraire. C'est-à-dire que vous avez l'impression que des décisions qui vous concernent sont prises, mais qu'au fond, selon la personne sur qui vous tombez, selon ce qui se passe, par exemple dans la matinée ou comme ça, que la décision, elle pourrait être complètement autre. Donc cet aspect arbitraire, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement violent et difficile à supporter.
D'où l'importance vraiment de mettre des moyens en place pour arriver à prendre des décisions qui soient le plus pertinentes et le plus éclairées possible par rapport aux enjeux en question. Et là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très important, d'autant plus quand ces décisions vont à l'encontre de l'autonomie de la personne. À savoir qu'il faut être très au clair sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et au nom de quoi. Puis après, c'est possible de l'assumer et puis de donner une information correcte et puis de faire un débriefing s'il faut. Mais je veux dire, il faut être clair. Pourquoi est-ce qu'on prend les décisions? Et ça demande vraiment de créer un espace réflexif et ça ne va pas de soi. Et je pense que par exemple, il y a des approches comme l'éthique clinique qui proposent des méthodes d'analyse et de résolution de problèmes qui sont vraiment une aide par rapport à ce type de situation, parce que c'est pas simple, parce qu'il y a des conflits de valeurs, parce qu'effectivement, si on privilégie quelque chose, eh bien, on va négliger autre chose. Donc, de toute façon, on fait au moins mal, on dira, mais voilà, il faudrait vraiment essayer d'arriver à déterminer au nom de quoi. Bon, bien entendu, et là, je ne vais pas développer le sujet, mais c'est sûr que pour arriver à être centré sur la personne, à lui permettre d'exprimer ce qu'elle souhaite, à réfléchir en équipe pour prendre les meilleures décisions, eh bien, ça demande du temps, et donc ça demande une dotation, et ça demande effectivement un certain nombre de financements. Je veux dire que c'est difficile en fonction de la dotation qu'on a, ou en fonction des infrastructures, ou en fonction de ce qui est attribué à la psychiatrie, d'avoir le même type d'action si on a beaucoup de ressources ou si on en a peu. Et je pense que là, c'est aussi une question que vous connaissez, d'ailleurs effectivement dans ce sens-là, peut-être plus en France qu'en Suisse, même si en Suisse, avec effectivement peut-être plus de moyens, ça ne veut pas dire que la qualité des soins elle soit forcément toujours meilleure. Mais disons, c'est quand même un élément qui entre en ligne de compte, indéniablement. Voilà, je voulais encore aborder peut-être une question plus identitaire par rapport au rétablissement, dans le sens où je réalise que peut-être pendant 2 ou 3 ans, pour la plupart des personnes que je rencontrais, j'étais un patient. Et donc, sur le plan identitaire, c'est quand même particulier, je veux dire. Et donc, ça a été un peu difficile pour moi de sortir de ce schéma-là. Par rapport à l'hôpital psychiatrique, moi j'ai vécu quand même un clivage très important entre les professionnels et les patients. Alors, tant quand j'étais professionnel que quand j'étais patient, hein. Mais au fond, en psychiatrie, on imagine assez mal qu'on peut passer du rôle de professionnel à un rôle de patient. Tandis qu'en soins somatiques, chacun le fait d'une certaine manière. Et donc, il y a un mur, je trouve, vraiment entre les professionnels et les personnes concernées. Ce qui m'illustre pour moi cet aspect-là, c'est que pendant 7 ans, j'ai été coprésident d'une association de soins infirmiers et ma coprésidente, c'était en fait l'infirmière-chef de l'hôpital psychiatrique de la région dans laquelle j'étais. Et quand j'ai décompensé, elle n'est jamais venue le voir et en fait, je ne l'ai jamais revu depuis. Donc cet aspect, où je veux dire, je me serais cassé une jambe, ça aurait probablement été la première à prendre contact avec moi et puis à me dire, mais comment tu vas? Et là, en fait, alors je pense qu'elle était démunie hein, aussi d'une certaine manière, mais qu'il y a vraiment là une rupture qui est assez radicale, quoi. On est d'un côté ou on est de l'autre, j'entends, mais si en tant que soignant, tout d'un coup, on passe de l'autre côté, c'est une catastrophe intégrale, un peu, je veux dire, hein, c'est quelque chose de... Et par rapport à cela, et ça, d'ailleurs, on en discutait un peu dans la voiture en venant, mais je trouve qu'il y aurait à réfléchir par rapport à la position des pères aidants et de se dire que dans l'institution, les pères aidants, ça pourrait être des gens qui sont peut-être un petit peu entre deux, puisqu'ils ont eux-mêmes eu des troubles psychiques à un moment donné, et donc de trouver des moyens peut-être de diminuer la radicalité, au fond, de cette séparation entre soignants et personnes malades. Parce que, peut-être pour illustrer aussi cela, quand j'étais en psychiatrie, au fond, les personnes avec qui la relation était la plus simple, c'était les femmes de ménage.
Enfin, je veux dire, on discutait comme ça, et ça faisait une relation humaine, mais où il n'y avait pas tout un background derrière de je ne sais pas quoi. Je veux dire, en se disant, mais enfin, oui, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur mon congé, ou je ne sais pas quoi. Enfin, il n'y a pas de question qui se pose de cette nature-là. Et donc, c'était facile. Et je me dis, effectivement, si par rapport au père aidant, on pouvait trouver une position dans l'institution qui permette de faire un petit peu plus le lien, comme ça, entre d'un côté et de l'autre de cette barrière, au même titre que ça peut aussi représenter pour les patients un peu des modèles, de se dire, bon, j'ai peut-être décompensé, mais tout n'est pas fichu. Parce qu'il y a quand même des gens, ils ont l'impression que leur vie est finie à partir du moment où ils ont décompensé. Et donc, de se dire peut-être qu'il y a des modèles qui sont là, et donc où je peux m'identifier à quelqu'un qui a pu se rétablir, retomber un peu sur ses pieds, et que s'il est présent dans l'institution, mais je pense que ça peut être précieux. Alors enfin, que ça pose beaucoup de questions, mais je trouve vraiment par rapport à cette espèce de clivage qui est tellement fort en psychiatrie, que les pères aidants, c'est peut-être une chance d'aller vers autre chose. Autrement, effectivement, ce qui m'a pas mal aidé à retomber sur mes pieds, c'est vraiment une association de patients comme les GEM que vous connaissez là, en France, où vraiment ça m'a permis de recréer dans un premier temps des liens, et puis au fond de retrouver des relations sociales progressivement plus normales. Mais au départ, dans un milieu quand même protégé, comme une association de patients, parce que c'est pas la même chose que dans la société en général, où c'est beaucoup plus difficile, au fond, de se réintégrer. Un autre type de structure, je pense, qui est intéressante, c'est les groupes d'entendeurs de voix, que vous avez aussi plus développés d'ailleurs en France que chez nous, mais qui offrent des possibilités de pouvoir échanger entre pairs, et qui, de ce point de vue-là, sont vraiment intéressantes. Par rapport à la question de la contrainte dans un sens très large, il y a une dimension qui me semble dont on ne parle pas assez, c'est la dimension de l'autostigmatisation, dans le sens où il y a bien une stigmatisation sociale indéniable par rapport aux troubles psychiques, mais à un moment donné, il y a quand même beaucoup de choses qui sont intériorisées par les personnes, et moi, toute une première partie de mon rétablissement, j'osais pas aller dans certains magasins, j'osais plus aller dans certaines rues, j'allais jamais à une manifestation ou au cinéma, parce que j'avais peur de rencontrer des gens que j'avais connus et d'imaginer qu'est-ce qu'ils devaient penser de moi. Et donc, je me suis vraiment complètement replié à une certaine époque par rapport à de la honte, par rapport effectivement à de la peur. Et ça, c'est plus difficile d'y avoir accès, parce que la stigmatisation sociale, on peut plus ou moins l'identifier, on peut essayer de regarder qu'est-ce qu'on fait avec cela. Maintenant, l'autostigmatisation, c'est chacun qui l'a en lui-même, et alors ça commence maintenant à émerger des programmes par rapport à ça, mais je pense que c'est important parce que, si vous voulez, par exemple, par rapport aux personnes LGBT, à un moment donné, la stigmatisation, elle était assez explicite. Et il y avait des termes, on disait des choses. Par rapport aux personnes qui ont des troubles psychiques, il n'y a pas tellement de stigmatisation vraiment explicite comme ça, mais c'est plus implicite, et donc c'est plus, à un moment donné, intériorisé par les gens qui anticipent eux-mêmes, au fond, un certain nombre de choses, mais ensuite pour réaliser, alors peut-être comme moi, que quand j'ai croisé des gens où j'étais très inquiet par rapport à ce qu'ils devaient penser de moi, qu'au fond, ça ne correspondait pas forcément à la réalité. Et que j'ai été beaucoup mieux accueilli que ce que j'imaginais, en tout cas, au départ. Et que là, il y a vraiment, je pense, quelque chose et un travail à faire qui est encore pas tellement élaboré. Le dernier point que je voulais traiter, c'est la question des connaissances scientifiques et de la psychiatrie, dans le sens où ce qu'on se rend compte, si on prend un petit peu de recul, c'est que ce qu'on pensait être vrai et pertinent à une certaine époque, n'est plus forcément à une autre. Et que si je me resitue moi dans le contexte où je travaillais en psychiatrie, on était à une période où l'approche systémique et les thérapies familiales étaient très présentes, et donc on considérait très largement que les mères étaient responsables de la schizophrénie des enfants. Actuellement, on est beaucoup revenu là-dessus, et on considère au fond que c'est une manière de voir qui n'est pas pertinente. Mais à l'époque, on considérait que c'était pertinent.
actuellement, on est beaucoup dans les neurosciences, dans des perspectives, on pourrait dire, physiopathologiques des troubles psychiques. Alors je dirais tant mieux, parce qu'on va trouver certainement un certain nombre de molécules qui vont aider des gens. Maintenant, l'inconvénient, c'est peut-être que si on a des explications très physiopathologiques, le risque, c'est de considérer que la parole de la personne qui souffre, elle est peut-être moins centrale, au fond. Et que la manière dont la personne s'explique ce qui lui arrive, ça peut paraître tout d'un coup beaucoup plus anecdotique que, par exemple, dans une approche psychanalytique ou dans un autre type d'approche où le sujet, au fond, est au centre. Et donc, par rapport à cela, il me semble important de se référer peut-être plus à la déontologie à un moment donné, dans le sens de se dire, en tant que professionnel, on a certaines valeurs, et que si on prend les déontologies, effectivement, la personne soignée, elle est au centre, en principe, des valeurs et de la préoccupation, et de se dire que la parole de la personne qui souffre et du sens qu'elle donne à ce qui lui arrive, eh bien, c'est quelque chose qui est central, et cela vraiment indépendamment, on pourrait dire, du regard scientifique de l'époque. Parce qu'on ne sait pas, dans 20 ans, qu'est-ce que sera la science, et si on ne dira pas qu'un certain nombre de choses auxquelles on croit actuellement sont peut-être plus aussi valables que cela. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais vraiment 3 choses. La question de l'importance de la relation est vraiment de cette importance du lien significatif, et donc que ça amène à se décentrer de soi, parce que moi, par exemple, en étant hospitalisé, j'étais pas capable d'être plus normal pour entrer en relation. Donc si personne arrivait à venir vers moi, moi j'étais incapable d'aller vers les autres. Et que là, il me semble qu'il y a à un moment donné un pas à faire. L'autre aspect, c'est vraiment l'aspect des procédures et de la réflexion par rapport à prendre des décisions qui vont à l'encontre de l'autonomie de la personne, et vraiment d'être au clair sur qu'est-ce qu'on fait et au nom de quoi, et de se donner de ce point de vue-là des moyens réflexifs. Et puis, la mise en place de ce dispositif, ce n'est pas synonyme de réussite ou d'absence de contrainte ou de violence, parce que je pense que la contrainte en psychiatrie, ce n'est pas possible à un certain niveau de faire sans. Donc, ce qu'on attend des professionnels, ce n'est pas de faire sans contrainte, mais c'est vraiment de répondre ou de correspondre à ce que la société est en droit d'attendre des professionnels des soins, à savoir qu'ils se donnent véritablement les moyens de faire au mieux. Et ce n'est pas une garantie de succès, mais disons, c'est vraiment essayer de faire au mieux. Voilà, eh bien je vous remercie de votre attention, et je vous propose de poser un certain nombre de questions si vous le souhaitez. Et de ne pas vous censurer par rapport aux questions. Je peux toujours dire, si je ne veux pas répondre, que je ne réponds pas, mais vraiment sentez-vous libre, si vous le souhaitez, de poser les questions qui vous habitent. Je voudrais vous poser une question, M. Rochat, par rapport à ce que vous avez dit sur la question identitaire, le clivage important entre professionnels et patients. Eh bien, c'est vrai qu'on constate que lorsque un professionnel de santé qui travaille au sein des équipes du même établissement a aussi un problème psychique, ça peut arriver à tout le monde, eh bien, c'est catastrophique si elle doit être hospitalisée dans l'établissement où elle est. Oui. Parce qu'il y a des idées reçues. Alors j'ai aussi découvert, moi en psychiatrie, il y avait beaucoup d'idées reçues que c'est pas possible qu'une personne soigne sa collègue, en quelque sorte. Donc on doit chercher des solutions pour qu'elle soit hospitalisée dans un autre établissement. Oui. Alors qu'effectivement, en soins organiques, ça serait le contraire. S'il nous arrive quelque chose, on préférerait aller dans l'équipe dans laquelle on travaille parce qu'on sait qu'on va être chouchouté. Voilà, vous voyez. Donc c'est quand même... Absolument. Et c'est vrai que ça met dans une situation difficile sur le plan identitaire, au fond, d'être décompensé et de rencontrer des personnes qu'on a connues. Mais c'est vrai que là, il y a cette représentation et cette barrière. Oui. Oui. J'aurais une question à vous poser qu'on va peut-être pas retrouver dans la table ronde ensuite. C'est celle de la pérédance. J'en ai même 2 questions. Est-ce que vous vous considérez comme un père aidant?
Et comment fonctionne la pérédance en Suisse, sachant qu'on a des modalités de fonctionnement particuliers en France, avec des pérédants qui quelquefois sont des bénévoles et d'autres pérédants qui sont des professionnels de la pérédance. Oui. Donc, bon, alors, est-ce que je me considère comme un père aidant? C'est un peu compliqué sur le plan identitaire, de nouveau, parce que j'ai une socialisation professionnelle comme infirmier, donc j'ai un regard aussi de ce type-là sur les situations et pas uniquement un regard de personne qui est concernée par le trouble psychique. Donc ça dépend un peu de ce que je fais, mais là par exemple, je m'occupe de la page Facebook de l'association dans laquelle je suis vice-président, qui est une association de personnes concernées. Et là, au fond, je me considère volontiers comme un père aidant, d'une certaine façon. Maintenant, c'est vrai que j'aurais de la difficulté à imaginer être dans un hôpital et travailler dans un hôpital comme père aidant, justement, à cause de ce regard quand même professionnel et infirmier que j'ai. Et j'ai l'impression que je ne saurais pas toujours où j'en suis. Alors peut-être que j'arriverai à trouver une position, mais en tout cas, en l'état, c'est un petit peu compliqué par rapport à cet aspect identitaire. Donc en Suisse, la pérédance, on appelle ça des praticiens, des pères praticiens. C'est pas la même chose déjà en Suisse alémanique et en Suisse romande. Mais alors, l'idée, c'est que ce soit des professionnels et pas des bénévoles, qu'il y a une formation importante qui a été mise sur pied, que les résultats... il y a une évaluation actuellement qui est faite de cette formation, mais que ça joue par rapport à certains types d'institutions, mais plutôt sociales ou associatives, par rapport vraiment aux hôpitaux psychiatriques. En tout cas, en Suisse romande, on n'a pas encore trouvé le modèle et les marques, à savoir effectivement qu'il y a, que je sache, aucune des personnes qui ont été formées qui actuellement ont vraiment une pratique en milieu hospitalier. Par contre, dans d'autres contextes, c'est quelque chose qui est présent. Que les problèmes évoqués, c'est quand même par rapport effectivement à l'hôpital, la question du rôle, de comment est-ce qu'il se situe, que par rapport aux soignants, c'est très compliqué aussi. Pour les soignants, il y a des soignants qui sont très opposés, il y en a d'autres qui sont plus ouverts, mais là, il y a vraiment des difficultés qui sont quand même relativement importantes. Et puis par rapport aussi aux pères aidants, il y a une hétérogénéité qui est énorme, dans le sens où il y a des gens un peu de tous les horizons, qui ont aussi des parcours professionnels extrêmement différents, qui ont des pathologies qui sont tout à fait différentes. Donc le résultat, au bout du compte, à la fin de la formation, c'était de se dire qu'il y a quand même peu de formations où l'hétérogénéité, elle est aussi importante. Donc actuellement, la question c'est, on fait quoi avec ça? On fait quoi en termes de prérequis? C'est vraiment, alors moi, si je reprends le chapeau de formateur, c'est vrai que c'est une des formations probablement les plus difficiles à concevoir et à manager. Mais je crois que ce dont on est d'accord, c'est que c'est vraiment quelque chose qui arrive et avec lequel il faudra faire, mais avec lequel c'est intéressant de faire. Mais il faut vraiment voir sous quelle modalité, je crois. Et que ça, j'ai l'impression effectivement qu'on est encore beaucoup là dans cette réflexion. Par exemple, une des questions qui se pose, c'est de se dire, si on fait des prérequis, peut-être que dans les prérequis, on peut insister sur la trajectoire personnelle des gens, mais que la trajectoire personnelle, elle n'est pas forcément professionnalisante. Et donc, de bien séparer les choses, qu'est-ce qui est de ma démarche de rétablissement, puis à un moment donné, qu'est-ce qui est vraiment du rôle, plus si, par exemple, la personne travaille dans une institution. Enfin voilà, ça pose beaucoup de questions. C'est en route, mais effectivement, il y a encore des choses à élaborer, je crois. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Moi, je me pose la question, quand on est passé comme ça par des épisodes délirants, et qu'un jour, on arrive à plus avoir peur de plonger. Est-ce qu'il y a toujours cette peur qui... Oui. Alors, je l'ai très peu, par exemple, cette peur de replonger. Alors, c'est peut-être naïf, je ne sais pas. Mais, alors, voilà. Ça pose des fois, je trouve aussi, la question dont on dit, effectivement, ce type de trouble psychique, on ne peut pas en guérir. Mais ça veut dire quoi
Et puis, comme je disais peut-être au début, ça peut correspondre à des réalités extrêmement différentes par rapport aux personnes qui sont concernées. Et c'est vrai que je discutais avec mon fils l'autre jour, puis il me disait, mais tu sais, moi j'étais quand même pas bien parce que quand j'ai rencontré au fond des soignants, on m'a chaque fois dit, mais tu sais, il faut te faire à l'idée, quoi, il va rester comme ça, enfin ça va pas être possible selon de... Puis il dit, ben oui, ben voilà, ben je vois que ça s'est pas trouvé comme ça, et donc qu'il y a des fois des possibles qui sont peut-être aussi au-delà de ce qu'on a tendance à poser comme cadre, et de se dire quand même, enfin, que si je ne me trompe pas, mais que par rapport aux statistiques, en lien avec la schizophrénie, il y a quand même environ un quart des personnes qui s'en sortent au fond pas si mal, je veux dire, et que ceux-là, peut-être, on les voit moins, et puis on en tient moins compte d'une certaine manière. Donc, par rapport au terme schizophrénie, c'est vrai que souvent, peut-être, on a tendance à voir le plus difficile d'une certaine façon, et à peut-être moins prendre en compte quand même des gens, justement, qui sortent peut-être d'une certaine manière du suivi hospitalier ou médical, quoi. Mais enfin, ça me fait encore juste penser que j'ai quand même, quand je pars, je prends quand même des comprimés dans ma trousse de toilette. Parce que je me dis des fois que... Mais voilà, ça se résume à ça, c'est pas une angoisse, disons. Vous ne les prenez pas? Non. Non, j'ai pas besoin de les prendre, mais voilà. Vous estimez que vous êtes arrivé au top du rétablissement ou est-ce que vous êtes en attente encore d'encore un mieux par rapport à votre environnement social, à votre environnement familial? Est-ce que vous avez encore des souhaits, des espoirs de mieux encore? Alors, là de nouveau, j'en discutais avec mon fils qui me disait que il avait bien vu quand même que j'ai arrêté les médicaments alors que je retrouvais plus sur le plan de l'expression, sur le plan de la rapidité de l'élocution, des manières de faire que j'avais avant de décompenser. Maintenant, j'ai l'impression que sur le plan des symptômes comme ça, je suis vraiment rétabli, que sur le plan social, c'est assez compliqué parce que moi, ça fait un trou de 10 ans, d'une certaine manière, parce que 4 ans en étant décompensé, ensuite 4 ans d'éthylotabagisme et de dépression en mesurant l'ampleur des dégâts, et puis après, effectivement, le rétablissement. Donc il y a des choses sur le plan social que je ne vais pas récupérer, mais que je peux faire différemment. Et pour moi, au fond, le fait d'être là et d'expliquer aujourd'hui ce que je fais là, eh bien, c'est aussi valorisant que le fait de donner des cours à l'école où j'étais avant. Mais que peut-être encore de préciser ça, j'ai rêvé pendant des années que je retournais à l'école et que je redonnais des cours. Professionnellement, ça a été vraiment extrêmement dur. Et c'est quand je me suis mis à pouvoir retrouver un niveau de reconnaissance sociale, malgré tout, à peu près équivalent, qu'au fond, je me suis mis à arrêter de rêver que je retournais à l'école. Donc, dans ce sens-là, je dirais que moi, j'ai effectivement bien récupéré, enfin, d'une certaine manière, mais que maintenant, ma vie, de toute façon, elle est différente de ce qu'elle aurait été si je n'avais pas vécu ça. Oui. Je vais vous poser une question, mais elle me paraît un peu intrusive et indélicate. Mais je vous dirai. Excusez d'avance, je ne peux pas m'empêcher de la formuler, oui. De profiter que vous soyez là pour vous la poser. Vous décrivez très bien la façon dont vous avez, dont le délire s'est construit, dont vous avez assemblé différents éléments qui ont pris une cohérence, et effectivement la difficulté de critiquer ce qui nous arrive. Je trouve ça très, très, très pertinent, mais de quelle manière, alors vous avez parlé un petit peu de la peur que vous avez ou non de rechuter, je ne sais pas si le terme est adéquat, oui. Mais de fait, sachant qu'il a été difficile et que vous avez été entraîné pendant un certain temps à ne pas déceler d'incohérence, en tout cas de ne pas mettre en question ce que vous viviez, la première personne, quelle assurance vous pouvez avoir, comment vous vous rassurez quelque part en vous disant, en gros, si ça me reprend, comment je vais me rendre compte? Est-ce que vous comptez sur vous? Est-ce que vous comptez sur vos proches pour déceler les éléments indirects? Enfin, comment vous envisagez ça, ou est-ce que vous l'envisagez même? Alors bon, je pense que j'aurai un retour assez rapide, et je pense par exemple de mon fils ou d'autres personnes. Après, la question, c'est comment est-ce que j'en tiendrai compte ou pas? Parce que le retour, je l'aurai. Maintenant, comment j'en tiendrai compte ou pas?
Cela dit, ben, je continue d'aller chez un psychiatre. Et donc, je vais régulièrement. Alors, je fais effectivement une approche plus de type psychanalytique, mais pour moi, c'est intéressant d'avoir ce garde-fou, au sens. Et peut-être encore juste, alors, un truc, après j'arrête parce que c'est l'heure, mais c'est la dernière chose. À un moment donné, effectivement, quand j'étais mal, je suis allé chez un psychiatre et il a déliré avec moi. C'est-à-dire, il est entré dans mon délire. Et je me suis dit, mais enfin, quelqu'un qui me comprend, quoi. Ça a été un soulagement, mais vous ne vous rendez pas compte, hein, de me dire, mais je suis seul et je rame depuis, au fond, je ne sais pas combien de temps. Et voilà. Alors, après, sur le plan déontologique, voilà, ça pose un certain nombre de questions. Actuellement, je ne vais plus chez ce psychiatre, j'entends. Mais disons, sur le moment, ça illustre quand même aussi dans quoi on peut être pris et à quel point, enfin, et se sentir seul, mais où c'est pas tellement possible d'être autre chose, parce qu'au fond, c'est tellement délirant, d'une certaine manière, que c'est plus possible d'entrer en relation de manière significative avec qui que ce soit, quoi. Mais voilà, ce sont vraiment des expériences que je ne vous souhaite pas. Merci.